Je vais donc vous montrer un petit peu ce que l'on a sur l'extranet. Donc, on arrive sur un extranet qui est relativement simple. Encore une fois, c'est un produit qui est full HTML5 en mode SaaS. La console est accessible au travers d'un site web et d'authentification qui va bien. L'idée, c'est d'avoir sur l'écran principal notamment le nombre d'éléments qui ont été détectés sur votre réseau, le nombre de sondes qui ont été installées pour détecter les éléments en question. Puis je reviendrai un petit peu plus tard sur cette partie extranet. L'idée, c'est, je vous propose d'aller directement sur la partie 3D. Donc, je vous présente ici en fait notre espace de démo que l'on a utilisé notamment pour notre salon sur Las Vegas, pour lequel on va y retrouver principalement deux sites, un site qui s'appelle Las Vegas et un site qui s'appelle Paris, dans lequel on va avoir dans chacun d'eux des data centers. Okay, donc vous avez en gris la partie site et en bleu la partie salle, sachant qu'une salle peut contenir bien évidemment, un site peut bien évidemment comporter plusieurs salles. Comment ça fonctionne? Tout simplement, vous allez y retrouver d'un point de vue logique sur la partie, on va dire, milieu vertical de l'ensemble, toute la couche réseau. Donc vous allez avoir votre dorsale avec différents switches de différentes marques. Encore une fois, on n'a pas de limitation en tant que telle, puisqu'on va venir en fait utiliser le protocole SNMP avec les MIB standards pour venir requêter l'ensemble. On va y retrouver des switches Mellanox, des Forti Wi-Fi, etc. etc. Vous allez également retrouver donc, sur cette topologie d'exemple un exemple relativement simple avec des switches qui sont interconnectés entre eux, avec notamment des détections d'uplink qui sont détectées automatiquement. C'est-à-dire que vous n'avez pas aujourd'hui à aller configurer vous-même les uplinks entre vos switches dans votre espace 3D. Aujourd'hui, c'est la solution de supervision à travers de requêtes qui vont aller requêter les éléments des différents switches pour détecter, s'il est possible de le faire, au travers des MIB standards, la possibilité de mapper en fait les switches entre eux, simplement avec du SNMP. Okay. Donc, pareillement sur les autres, et on va, notamment dans ce cas d'exemple-là, on va également détecter en fait des uplinks qui seraient tombés. C'est-à-dire qu'on va venir vous les symboliser directement en rouge. Et donc derrière, vous allez pouvoir retrouver les différents uplinks avec le switch de source, le switch de destination et leurs ports respectifs. Okay. Qu'est-ce qu'on va y retrouver également? On va y retrouver, notamment si on prend des sites standards, on peut y retrouver quoi? On peut y retrouver des PC. OK, on peut, alors, pour que les PC soient identifiés, bien évidemment, il faut que le protocole SNMP soit activé dessus. Donc, on peut y retrouver des OS Linux comme des OS Windows. On peut y retrouver des imprimantes avec les compteurs qui sont propres aux imprimantes. Au niveau des cartouches, on a le nombre de pages. Pareillement pour tout ce qui est autres solutions type les hyperviseurs, que ce soit des hyperviseurs sous VMware, du site est inactif, ou que ce soit par exemple sur des serveurs à base de Nutanix, donc là forcément du Nutanix AHV. Donc vous avez ces notions qui sont propres en fait à chacun des types d'éléments. Encore une fois, sur la partie operating system, vous avez la partie CPU, RAM et espace disque. Pareillement sur la partie machine virtuelle, on va retrouver les différents compteurs qui sont propres à la machine virtuelle en question. On a également la possibilité d'avoir des graphiques qui sont propres au port réseau de chacun des switches qui sont symbolisés dans l'extranet, avec forcément les courbes standards, bande passante, entrée, sortie, la partie discard packet, error packet, la partie admin et opère status, etc., etc. Ce qui est intéressant également pour pouvoir s'y retrouver, parce qu'on a des clients qui peuvent avoir plusieurs centaines de switches sur le même environnement 3D, vous avez la possibilité ici d'avoir une barre de recherche qui va vous permettre de retrouver en fait vos éléments plus facilement. Si par exemple on tape la partie, je sais pas, Mellanox par exemple, on a la possibilité derrière de cliquer sur l'élément en question et se retrouver focusé directement avec la caméra sur l'objet en question. Donc, on peut y taper des adresses IP, des noms d'hôtes, des part numbers, des serial numbers, des constructeurs. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir un équivalent de Google-like, mais sur son infrastructure. On a également des notions sur des seuils qui sont pré-paramétrés, donc sur des erreurs et sur des avertissements. Il suffit de cliquer en fait sur les avertissements en question
pour passer en fait d'erreur en erreur avec du coup l'alerte qui va bien. Je vois qu'il y a des petites questions de temps en temps. Je ne sais pas si Manuel, tu peux les… D'accord. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur la partie questions-réponses. Elle est là pour ça. Dans les questions qui nous sont posées aujourd'hui, notamment sur la partie espace 3D, alors qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour générer de la 3D? Tout simplement un navigateur HTML. Comment ça se passe? Tout simplement, on va venir tirer parti de la puissance en fait, de la carte graphique du PC en question. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir un foudre de guerre, hein, on n'est pas là pour avoir un PC de gamer pour accéder à l'environnement 3D. Il suffit juste d'un navigateur compatible HTML5, ça peut être un smartphone, une tablette ou un PC, et on va du coup exploiter la 3D, ou plutôt les ressources de la carte 3D du poste en question. Encore une fois, des PC d'entrée de gamme suffisent largement. On utilise une bibliothèque JavaScript qui, du coup, permet justement de pouvoir générer des environnements 3D sans avoir à faire du streaming en tant que tel. Sur sur la partie extranet, donc on va y retrouver, comme je vous le disais, donc le lien vers l'univers 3D. On a également la possibilité de lister les sondes qui sont déployées chez vous. Alors, on peut avoir une sonde comme on peut en avoir plusieurs. Pour des raisons notamment de communication IP, il peut être nécessaire de déployer une sonde par site en fonction des règles de firewalling qui sont positionnées aujourd'hui. On a également la possibilité dans l'inventaire de pouvoir créer des sites et des salles, en sachant que, bien évidemment, les salles sont affectées à des sites. Donc, chacun des éléments aujourd'hui qui sont identifiés sont accessibles au travers d'une feuille d'inventaire qui vous permettra notamment de pouvoir affecter certains switches à certaines salles, puisque c'est des choses qui, aujourd'hui, en l'état actuel, ne sont pas encore identifiables. Autant on est en train de travailler sur la roadmap, sur un procédé qui permettra de pouvoir intégrer des solutions déjà existantes en termes de sites et salles, et on pourra y revenir un petit peu plus tard. On a également la possibilité de lister tous les sous-réseaux qui sont détectés et d'ajouter des sous-réseaux manuellement, et également la possibilité de pouvoir empêcher le scan de certains sous-réseaux pour différents besoins, soit parce qu'aujourd'hui vous souhaitez dédier votre outil de monitoring uniquement sur la partie serveur, pourquoi pas, ou certains sites, et ne pas forcément voir toute la partie end-user, type PC, imprimante ou des petites choses comme ça. On a également la possibilité, alors en termes de taux de découverte aujourd'hui, bien évidemment, la sonde, une fois qu'elle est déployée, va commencer à regarder ce qui se passe autour d'elle. Donc, on va, à coup de requête de ping, à coup de requête SNMP, à coup de requête API, avoir la possibilité derrière de pouvoir requêter l'ensemble de ce qui pourrait être configuré sur votre réseau. On va partir sur des communautés dites standards, c'est-à-dire la communauté publique, pourquoi pas une communauté chouette que vous pourriez avoir préparamétrée par GPO, par exemple, pour tout ce qui est système d'exploitation. Mais vous avez également la possibilité d'ajouter vous-même vos propres communautés. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir ajouter une fois votre communauté SNMP dans l'interface, et après, c'est le produit qui va venir tester les différentes communautés jusqu'à temps de trouver la bonne et avoir des retours aux requêtes SNMP qui seront réalisées en automatique. Donc, l'idée, c'est on réutilise, si vous avez déjà du SNMP de configuré un petit peu partout sur vos équipements, la même communauté. Puis derrière, on va pouvoir du coup récupérer les informations qui vont nous être nécessaires pour typer les éléments, puisque quand on revient ici, tous les éléments qui sont positionnés dans l'espace 3D ont été typés automatiquement. Okay. Donc, bien évidemment, si vous n'activez pas les couches SNMP ou si vous ne donnez pas accès à certaines API, et pour en revenir aux API, aujourd'hui, on a la possibilité d'intégrer des API Nutanix, bien évidemment, mais également des API VMware pour pouvoir, du coup, ingérer et analyser les clusters de machines virtuelles qui seraient déjà existantes. On a également la possibilité de pouvoir déterminer des notifications. Alors, des notifications comment? Tout simplement, bien évidemment, par email, donc sur certains critères, avertissement, danger, information. Donc, on saisit en fait le destinataire en question, puis après, on reçoit les emails avec les différentes itérations. Pour autant, on a des nouveaux canaux de notification qui nous sont demandés aujourd'hui, qui sont effectivement peut-être plus appropriés à le côté instantanéité de la chose.
à savoir des canaux Slack ou des canaux Teams à alimenter dès que l'erreur en fait, a été mise en lumière. L'avantage en fait, de ces nouveaux canaux de communication, c'est notamment de pouvoir permettre des interactions beaucoup plus réactives, puisqu'on est capable de recevoir des notifications directement sur son téléphone, et donc de pouvoir cliquer sur les fameux boutons dans ces notifications pour pourquoi pas être redirigé sur l'élément en question. On a également la possibilité d'avoir des seuils d'alerte qui sont pré-paramétrés. Donc, on a encore une fois redispatché cette vue notification relative en fait à l'espace 3D, à savoir la partie supérieure qui va être dédiée à toute la partie end user. Donc, sur la partie supérieure de l'espace 3D, hein, on va y retrouver notamment les éléments qu'on n'a pas encore réussi à identifier, mais qui sont pour autant présents en fait sur le réseau. Donc, on va y retrouver sur la partie haute, donc la partie éléments inconnus, mais également la partie PC, imprimante, smartphone, etc. Sur la partie centrale, on va y retrouver toute la partie réseau. Et sur la partie basse, toute la partie serveur, machine virtuelle, onduleur, etc., etc. Et donc, derrière, on est capable aujourd'hui de pouvoir personnaliser les différents seuils d'alerting, si on le souhaite, sur ces différentes strates. Okay. En parallèle, hein, vous pouvez également choisir des canaux de notification différents en fonction de la criticité qui aura été relevée. Nouveauté qui nous a été demandée, notamment sur le dernier trimestre 2022, que l'on a sorti pour le coup, parce qu'il faut savoir que chez Chouette, on a des sprints de développement de 3 semaines, donc on est capable d'ouvrir ou de corriger des fixes sous 3 semaines, mais également de pouvoir ajouter des nouvelles fonctionnalités. Et donc, parmi cette nouvelle fonctionnalité qui nous avait été demandée, on nous a fait le retour comme quoi le produit était franchement très intéressant par rapport à cet esprit 3D et sur la mise en lumière de comment aujourd'hui on agence l'architecture et ce de manière globale pour ce qui est détecté. Et donc, on nous a demandé d'aller tout simplement plus loin, à savoir de pouvoir aller directement dans les systèmes d'exploitation pour trouver en fait des applications métiers. Et donc l'idée c'était quoi? C'était tout simplement en fonction que ce soit des PC, des serveurs physiques, des machines virtuelles sous Linux, sous Windows, peu importe, on est capable en fait d'aller sélectionner des vues applicatives. Donc je vais vous montrer notamment celle qui est paramétrée ici. Donc j'ai ma vue qui s'appelle MyView 1, pour lequel aujourd'hui on a 3 éléments et 4 applications qui sont recensées. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc aujourd'hui a été paramétré sur différentes machines virtuelles sur notre environnement de démo, une autorité de certificat, un serveur DNS, un serveur MySQL, un serveur SQL Server, histoire de montrer un petit peu le potentiel du produit, avec les chemins applicatifs qui sont propres au lancement de l'application, le nombre de processus actifs sur ce même item réseau. Et l'idée, c'est tout simplement d'avoir et de pouvoir personnaliser une vue application métier dans l'espace 3D. Et donc, pour y arriver, hop là. Est-ce que je peux remonter cette partie-là? Ici, je la vois là. On a en fait, une fois qu'on a sélectionné cette vue applicative métier qui est ici, on a la possibilité de voir ces mêmes éléments dans l'espace 3D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fermé déjà la mauvaise fenêtre, c'était celle-ci que je voulais vous montrer. Donc, on va retrouver exactement en fait le même environnement 3D au travers de MyView 1 et pour lequel en fait on va retrouver les fameuses machines virtuelles qui ont été sélectionnées avec les processus à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va avoir le nom de la machine virtuelle, le nom du service, avec en vert le fait de savoir si l'application a été lancée ou non, en rouge bien évidemment si elle n'est pas lancée, et pareillement en fait sur tout ce que l'on a sélectionné dans la vue applicative. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va avoir en fait tout l'environnement 3D qui va être filtré sur les éléments en question. Et donc, en fonction des contextes clients, on est capable de pouvoir voir en fait toute l'infrastructure sous-jacente à cet environnement applicatif. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que, donc là, on est sur un contexte de WAN, donc la symbolisation est un petit peu différente, mais vous avez notamment des contextes avec des usines pour lesquels vous avez une cascade de switches réseau branchés les uns aux autres, et on est capable du coup de pouvoir suivre comment aujourd'hui une application qui est hébergée sur un système d'exploitation passe sur la chaîne de communication réseau d'un bout à l'autre.
et de potentiellement identifier les liens qui seront en rouge pour déterminer en fait où est le problème réseau entre les deux systèmes en question. Donc l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de donner une vue métier sur cet environnement et de pouvoir en être notifié le cas échéant. C'est vraiment quelque chose qui a du sens, notamment sur tout ce qui est gestion de production, dans tout ce qui est secteur industriel, pour justement avoir une vue générique et surtout automatiquement générée par le produit en fonction d'un besoin client spécifique. Je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires. Ça fait quoi? Il y en a une qui était tombée, mais sur laquelle tu as répondu en partie, à savoir les prochains développements de la roadmap. D'accord. Alors, sur la partie roadmap aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Alors, il y a pas mal de choses dans la roadmap. Encore une fois, on priorise nos besoins clients. Donc, les clients qui nous ont fait confiance sur le produit, donc forcément, on les aide à l'améliorer et à aller en leur sens, puisque du coup, c'est des besoins qui potentiellement sont transverses. Alors, on a pas mal d'axes, mais dans ce qui va arriver très prochainement, on va intégrer notamment les solutions Cato Networks et notamment toute l'architecture des sites qui peut déjà être présente en fait dans ce type de besoin-là. On a également, dans les mois qui viennent, une vue, alors là on est principalement sur une vue physique d'interconnexion entre les switches, les serveurs, les machines virtuelles, etc. L'idée, c'est de pouvoir aller plus loin et de proposer notamment une vue, donc niveau 2, niveau 3, c'est-à-dire l'intégration avec des VLAN, plus le routage IP en termes de chaîne de connexion. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent aujourd'hui, la partie réseau qui est une vraie difficulté à appréhender et surtout de manière automatique. L'idée, c'est de ne plus avoir besoin d'avoir un schéma visio à mettre à jour pour s'assurer que ce qui vous est présenté en termes d'architecture soit bien le reflet exact de ce qui est installé chez vous. Dans les nouvelles fonctionnalités qui arrivent également, alors on en a quand même un certain nombre, on va avoir une gestion un petit peu plus profonde de tout ce qui est virtualisation, réplication et backup. Ça, je pourrais en parler pour ceux que ça intéresse plus précisément. On va avoir également une vue, alors on a pas mal de demandes sur la partie IoT, pour être transparent avec vous. Alors l'IoT est effectivement quelque chose de très intéressant, notamment en termes de représentation 3D, puisqu'on peut avoir, en fonction des contextes clients, énormément d'items connectés avec cette typologie-là. L'idée pour autant, c'est de savoir quels sont les éléments que vous souhaitez mettre en valeur, quels sont les éléments que vous souhaitez remonter en fait dans l'espace 3D. Dans le même esprit, on a prévu dans la roadmap une intégration avec des solutions de cybersécurité type Qualys, type Varonis, type Darktrace, qui vont en fait, alors c'est plutôt le produit chouette qui va venir se greffer à ces produits déjà existants et qui vont en fait venir remonter les alertes détectées par ces solutions de cybersécurité directement dans l'espace 3D. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir venir bonifier le niveau d'information dans votre extranet privatif pour lequel on va pouvoir se connecter et s'intégrer à des solutions qui sont déjà existantes, puisqu'aujourd'hui, Chouette n'a pas vocation à se substituer à une solution de cybersécurité, mais plutôt de venir agréger la somme d'informations de différentes entités et de les remonter en fait dans cet espace extranet. J'en ai pas forcément parlé tout à l'heure, mais lorsque, par exemple, vous avez des vues, et plus précisément sur des switches, vous avez la possibilité également de pouvoir cliquer sur des liens pour accéder directement au contrôle panel des switches en question via des liens en HTTP ou HTTPS. L'idée, encore une fois, c'est de se faciliter la vie. Si le poste en question a accès à l'interface, une nouvelle fenêtre va s'afficher pour accéder directement à l'extranet qui va bien. Typiquement, aujourd'hui, c'est le cas avec ce switch-là, par exemple, on arrive directement sur l'interface d'administration. Est-ce que vous avez des questions sur cette vue applicative ou sur la partie roadmap? Est-ce que ça fait naître chez vous, par exemple, des idées? N'hésitez pas, il y a la section questions-réponses à ce sujet-là. On attend les éventuelles questions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la partie roadmap? Donc, on a parlé de l'intégration de la partie Cato Networks.
On a également des intégrations donc avec la partie cybersécurité. On réfléchit à des intégrations avec d'autres solutions en termes de remontée d'informations, et notamment sur le fait de pouvoir attaquer des pages web, des services web ou des API en fonction de certains critères. Et l'idée, c'est encore une fois de pouvoir venir bonifier la partie 3D qui aujourd'hui en fait représente un certain intérêt, puisqu'on est capable de mettre énormément de choses dans cette partie 3D, que ce soit encore une fois applicatif, physique ou virtuel, en fonction de ce que l'on souhaite. Alors, il y a des questions qui arrivent, des liens prévus avec un parc sous GLPI. Alors, effectivement, c'est des choses qui nous sont remontées aujourd'hui, alors que ce soit GLPI ou Sales Inventory ou des solutions en fait, de ticketing. On a effectivement des demandes qui sont poussées, alors pas forcément par nos clients existants, mais par des prospects aujourd'hui. Il faut bien garder en tête qu'aujourd'hui, le produit chouette est autonome en termes de détection. Si je prends par exemple le cas de GLPI ou autre, où là, effectivement, on peut se retrouver avec un certain inventaire qui est déjà fait. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est entièrement automatique, qui peut être positionnable au travers de plusieurs sondes. Donc, c'est là où, notamment, GLPI peut avoir certaines limites. Et tout dépend, effectivement, de ce que vous souhaitez accéder en termes d'informations dans GLPI, notamment sur la partie ticketing, où on nous a demandé, par exemple, de pouvoir automatiser le système de création de tickets dans GLPI par rapport à un incident qui serait identifié. Donc ça fait effectivement partie des réflexions. Pour être transparent avec vous, on n'a pas encore énormément de demandes là-dessus, mais c'est effectivement des choses qui nous ont été remontées. Ça a répondu en partie aux deux autres questions. Les moyens d'alerte SMS, mail, interface avec une solution de ticketing. Et la seconde, donc on a bien moyen de tester par exemple le service FTP en continu et recevoir notre alerte dès qu'il est down. Alors, le service FTP en continu, oui, si vous avez la main, effectivement, en SNMP sur l'OS en question. Si par contre, le type de requête, c'est de se dire, je me connecte en FTP, je vais lister un répertoire, pour l'instant, ce n'est pas encore intégré. Mais encore une fois, on a eu ces demandes-là pour la partie FTP, sur la partie partage également, que ce soit SMB ou NFS. Tout simplement, là, on priorise en fait les besoins de nos clients. Donc ça, très clairement, c'est des petites fonctionnalités qui sont faciles à mettre en place. Sous à peu près 3 semaines, on est capable de les sortir. Et donc, dans le même esprit, donc on a également le chargement des pages web pour vérifier si un site web du coup est accessible. Donc là, c'est pareil. Très prochainement, dans les semaines qui arrivent, on va avoir la fonctionnalité d'analyser en fait des codes retour de chargement de page HTML, si c'est du 403, du 401 ou du 200, pour vérifier que la page HTML d'une URL est bien chargée correctement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que l'on peut installer une sonde site branch sur un Raspberry Pi? Alors, l'avantage aujourd'hui sur la solution chaude, c'est que c'est juste une distribution Linux. Ça veut dire que derrière, on est capable, ayant téléchargé en fait l'ISO qui va bien, de booter sur l'ISO et de pouvoir l'installer, que ce soit sur des serveurs physiques, sur des PC, sur des machines virtuelles, sur des serveurs. Il y en a qui recyclent des vieux serveurs pour mettre la solution dessus. Et également, la partie Raspberry en fait partie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à vous servir de questions-réponses si vous avez d'autres questions ou interrogations sur cette solution. En attendant que les éventuelles questions arrivent, sachez que vous avez la possibilité de nous contacter directement. Une société à taille humaine qui reste ouverte à toute proposition d'évolution. Bien évidemment, on essaye de prioriser notamment les besoins de nos clients existants, mais si effectivement les évolutions qui sont intéressantes d'un point de vue tronc commun font sens à l'évolution du produit, on est bien évidemment demandeur de chacun de vos retours. Gardez en tête que vous avez également la possibilité de tester le produit. Il suffit juste de vous loguer sur le site chouette.com et vous avez la possibilité d'avoir une version d'essai
qui dure 2 semaines, je crois, et qui vous permettra du coup de déployer une sonde chez vous et de pouvoir voir comment le produit réagit par rapport à votre environnement.